Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est comment réussir à réduire les émissions de CO2 du secteur aérien sans même besoin d'avoir à attendre le renouvellement de la flotte et l'arrivée des nouveaux appareils. Parce que vous le voyez, il y a en réalité trois grandes dimensions qui doivent permettre à l'aviation de réduire ses émissions. On avait une courbe qui était de croissance, vous voyez, après le Covid, et un rétablissement, et en fait il y a une croissance du trafic aérien qui est attendue, et malgré ça, on doit plus ou moins diviser par 3 les émissions de CO2 brutes de l'aérien, c'est-à-dire on était à 915 millions de tonnes de CO2 en 2019, on doit revenir en dessous de 400 millions de tonnes de CO2, malgré cette très forte croissance. Donc l'absorption de ce différentiel, il va se faire à 42% par les technologies, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, à 50% par les carburants alternatifs, on va aborder ce sujet, et aussi à 8, 10, 12% selon les études, par l'optimisation des opérations et l'évolution des infrastructures aéroportuaires. Comment ça va se faire ? Il y a différents leviers sur lesquels on va travailler, et ça c'est ma passion, c'est mon travail, c'est vraiment le type de mission que je préfère faire dans les aéroports et dans les compagnies aériennes. Le premier point, c'est tout ce qui est autour du trafic aérien. Vous savez que le ciel n'est pas organisé d'une manière où on peut faire des vols en ligne droite parce qu'on utilise ce qu'on appelle des airways, c'est-à-dire on a un point A, un point B, entre ces deux points on peut faire une ligne droite, mais en réalité, si vous allez aller de Nice à Brest, vous allez passer par ces différents points de passage obligatoires qui sont en fait liés à l'infrastructure historique de l'aviation. Quand on n'avait pas de GPS, on a émis des balises au sol qu'on appelle des VOR. Entre les deux VOR, le navigateur aérien, c'était mon travail dans la marine, il pouvait capter qu'il y avait un VOR devant, qu'il y avait un VOR derrière, donc il était sûr qu'il était bien sur la bonne ligne, et les avions ne se perdaient pas, ils avaient comme ça la possibilité de naviguer d'une manière très efficace. Sauf qu'aujourd'hui, cette organisation elle est relativement obsolète, dans le sens où on pourrait faire une ligne droite, mais on ne peut pas le faire parce qu'on continue pour des questions de sécurité aérienne, et on ne s'est pas réellement modernisé suffisamment rapidement. On perd à peu près 6% du temps de vol qu'on pourrait faire en ligne droite à la place de faire des sortes de zigzags. Donc tout de suite, 6% de réduction des émissions de CO2 de l'aviation quand elle est en vol, c'est très important. À ça, on peut aussi ajouter l'optimisation du trafic autour des aéroports, et notamment pour éviter d'avoir des attentes, d'avoir des problématiques autour des grèves du contrôle aérien. Il y a plein d'éléments dans ce domaine-là qui sont optimisables. Et là, on pourrait réduire de 30% le temps perdu. Et donc, au final, l'optimisation du trafic aérien sur l'Union européenne d'ici 2035, c'est 10% de réduction des émissions de CO2. 2035 c'est un petit peu distant, on peut espérer que ce soit un petit peu plus rapide, malheureusement c'est le temps aussi que l'administration se mette en route et qu'on puisse tous se mettre d'accord et qu'on déploie ces nouvelles technologies, ça prend un petit peu de temps, mais par contre sur les espaces qui ne sont pas contrôlés de la même manière, notamment l'Atlantique Nord, on a déjà la possibilité d'avoir des startups qui proposent des services pour réaliser ces vols d'une manière qui soit beaucoup plus efficace. La deuxième dimension, elle est plus liée au big data. Donc là, on est vraiment sur une transformation de l'aviation. Il y a deux grandes choses. Les big data, on peut optimiser l'application de toutes les bonnes pratiques aéronautiques, et notamment rouler sur un moteur quand on est au sol, faire des décollages et des atterrissages plus progressifs, éviter d'utiliser trop les reverse, donc les moteurs qui soufflent au sol. Il y a plein de bonnes choses comme ça qu'on peut faire, et qui permettent tout de suite de gagner 3-4%, mais on a des niveaux d'utilisation, d'application de ces bonnes pratiques qui sont en réalité relativement faibles. Et donc vous avez des startups, par exemple Open Airlines dont j'ai déjà parlé, qui permet d'améliorer ces bonnes pratiques. Ensuite, vous avez par les big data la capacité aussi d'analyser la situation. La pluie, le vent, la longueur de la piste, la météo, la température, les inversions de température, tout ça peut donner, avec une autre startup par exemple qui s'appelle SafetyLine, qui permet de définir la bonne vitesse de montée par exemple, le bon angle. On va s'adapter, on va adapter son décollage, et tout le vol, on va pouvoir l'adapter pour aussi améliorer la performance. Et par exemple, des compagnies aériennes comme Transavia, qui utilisent ces deux technologies-là, ces deux startups de big data, arrivent à économiser jusqu'à 120 kg de carburant par vol, juste en appliquant des bonnes pratiques et en suivant des recommandations qui sont générées automatiquement par des systèmes qui sont très intelligents et plus pertinents qu'un pilote avec tout ce qu'il a comme connaissance lui-même, mais les big data, c'est pour ça que c'est aussi très intéressant. Un autre élément, on a aussi tout ce qui est connectivité. Et là, en vol de croisière, vous savez que si un avion va rencontrer des turbulences, il va s'adapter, il va réduire sa vitesse, de la même manière que quand vous roulez sur des pavés, vous allez rouler moins vite que quand vous êtes sur l'autoroute, et on adapte la vitesse, et puis peut-être qu'on va changer d'altitude pour sortir de cette couche qui est potentiellement turbulente. Et donc, les avions, normalement, quand ils rencontrent des turbulences, ils avertissent ça, le pilote il envoie ce qu'on appelle un PILREP, donc un Pilot Report, il annonce au pilote derrière, attention, tu vas arriver dans les turbulences, et donc le pilote derrière peut changer d'altitude,
pour éviter de se retrouver dans cette zone qui va être trop désagréable pour les passagers. L'intérêt de ce qui est en train d'être expérimenté par l'IATA et qui a été validé de manière opérationnelle avec plusieurs compagnies aériennes, c'est d'avoir une transmission automatique de la situation des turbulences vers les avions qui sont derrière, quelle que soit en fait la taille de l'avion, parce qu'aujourd'hui, prenez un gros A380, quand il traverse l'Atlantique, quand il a des vibrations qui pour lui sont pas fortes, en fait ça va faire des turbulences pour l'avion derrière, et l'avion derrière se serait adapté, mais sauf qu'en s'adaptant au dernier moment, on est moins efficace qu'en le faisant de manière plus progressive, 5-10 minutes avant d'arriver dans la zone de turbulence. Et donc le fait de pouvoir transmettre comme ça ces informations en temps réel sur l'état des turbulences, c'est un exemple parmi des dizaines d'autres, mais en gros on ajoute les big data, la bonne application de l'écopilotage et ces petits systèmes qui permettent encore de gagner quelques pourcents, on est autour de 6% de réduction des émissions de CO2, et ça c'est déjà opérationnel, on l'a déjà prouvé, c'est efficace. Ensuite on a tout ce qui est allègement de l'avion. Vous savez que les avions ont une consommation qui est aussi proportionnelle au poids de ce qu'ils vont embarquer. Si vous ajoutez 100 kg dans un avion, il va consommer 3 kg, 3 kg et demi de carburant en plus pour chaque heure de vol, c'est-à-dire 10 kg de CO2 émis. Donc le but c'est d'avoir des avions qui soient les plus légers possibles. Il y a plein de choses, on a déjà parlé d'électrification dans une autre vidéo, mais il y a des exemples qui sont beaucoup plus concrets. Vous avez vu là très récemment, il y a 2 semaines, une compagnie française, fournisseur de sièges, vient de gagner le contrat pour fournir des sièges à Comac, le chinois, parce qu'ils ont des sièges les plus légers qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Parce que c'est plus efficace. Donc on peut rétrofiter les sièges, on peut changer également les équipements, tout ce qui est galets, tout ce qu'on a à bord, les fours, il y a plein de choses qu'on peut avoir en plus léger. On peut changer les mallettes de vol, qui avant c'était des mallettes avec du papier qui faisaient 10 kg, on peut les remplacer par des Electronic Flight Bag, des EFB, là vous avez le système de Thales par exemple qui sont très très bons. Et en fait, ça permet d'économiser 10 kg, donc sur chaque heure de vol, on va aller vraiment à quelques kilos près. Il y a un exemple qui est peut-être l'un des plus formidables, c'est quand United Airlines a remplacé ses magazines par des magazines un petit peu plus légers, ce qui permettait de gagner 48 grammes de papier par journal. Mais vous multipliez ça par le nombre de sièges et le nombre de vols, sur l'année, United Airlines a économisé 643 000 litres de carburant. Et il y a un autre exemple qui est plus anecdotique, si chaque passager passait aux toilettes avant de prendre l'avion, donc on s'allège disons de 100 grammes, si chaque passager s'allégeait de 100 grammes avant d'embarquer, au niveau mondial c'est 50 000 tonnes de carburant qui seront économisées, 150 000 tonnes de CO2 au niveau global. Donc aller aux toilettes avant de prendre l'avion, ça c'est un geste que vous pouvez faire de votre côté, la compagnie aérienne elle s'occupe d'alléger le reste de l'appareil, on est autour de 5% de réduction de CO2 globale par l'allègement des avions qui sera attendu dans les prochaines années. Ensuite, on peut se reposer sur les infrastructures. Vous savez que les aéroports peuvent, dans certains cas, fournir, par exemple, l'électricité. Vous voyez l'exemple ici en Grèce. Eh bien, en fait, le fait de se brancher, on utilise l'électricité du sol, ça évite d'avoir besoin d'utiliser l'APU, donc il y a un générateur électrique qui se trouve dans la queue de l'avion et qui émet du CO2. Et donc on va utiliser l'électricité qui est fournie par l'aéroport, qui est en général plus efficace, parce que les aéroports peuvent être équipés avec, par exemple, des panneaux solaires. On sait qu'il y a de gros enjeux dans ce domaine-là, on est en train de se déployer. Et puis vous avez aussi l'électricité générale, par exemple, quand on a de l'énergie nucléaire, évidemment, c'est plus efficace que d'utiliser de l'APU. Donc l'électricité d'une part, et la climatisation, on peut brancher l'avion pour avoir la clim du sol plutôt que d'avoir besoin de générer sa propre climatisation. Ça aussi, ça permet de gagner quelques pourcents. On parle autour de 3% de réduction des émissions de CO2 juste par ces deux bonnes pratiques-là. Ce qu'on peut faire également au sol, c'est d'avoir un système de roulage. Et le roulage, vous savez qu'en partie, donc quand l'avion recule, c'est un roulage électrique, c'est un roulage avec un petit tracteur qui va pousser l'avion, parce que l'avion n'a pas la capacité de reculer par lui-même. Mais vous pouvez aussi imaginer qu'on a ces petits tracteurs qui vont amener l'avion beaucoup plus loin jusqu'au début de la piste, voire même avec des roulages électriques. Et c'est ce qu'on voit par exemple en Allemagne, il y a des tests avec des systèmes qui permettraient d'avoir l'avion qui a déjà allumé ses moteurs mais qui sont en mode repos et qui ne poussent pas, parce que l'avion est très peu efficace pour pousser avec ses moteurs, pour rouler. L'avion, les moteurs sont faits pour être super optimisés quand c'est en vol de croisière, mais au roulage, au sol par contre c'est pas du tout pertinent. Et donc le fait d'amener les avions le plus loin possible, proche du seuil de piste, avec des petits tracteurs, ce serait ce qu'il y a aujourd'hui de plus performant. Il y a également d'autres méthodes pour atteindre ces résultats, notamment le fait d'avoir de l'électrification dans les roues. Vous avez une société qui a réussi à en vendre quelques centaines, c'est en train d'être déployée, qui s'appelle Wheel Tugs, même KLM en a acheté, donc on va voir un petit peu ce que ça va donner de ce côté-là.
Et vous avez Safran également qui produit un système qui a été proposé il y a quelques temps à Airbus, on va voir maintenant de quelle manière ils vont le déployer. Mais tout ça, ça permettrait d'éviter d'utiliser les moteurs pour rouler, et donc on peut encore économiser environ 4% des émissions de CO2 grâce à ces méthodes, sachant qu'il y a un petit bémol, le fait de mettre des roues avec de l'électricité dedans, ça alourdit la roue, et donc ce qu'on gagne au roulage, on risque de le perdre aussi en vol de croisière. Donc ça c'est très pertinent pour les avions qui passent beaucoup de temps au sol, par exemple un avion qui ferait des vols qui font moins d'1 heure, qui en fait plusieurs sur la journée, c'est moins pertinent pour un avion qui va faire des vols de 4-5 heures. Donc il faut aussi regarder sur quel appareil ça vaut le coup de s'équiper. Dans certains cas, ces méthodes-là ne sont pas pertinentes et ne permettent pas de gagner des grammes de CO2 sur la durée de vie de l'avion. Ensuite, vous avez des systèmes qui sont purement organisationnels. Et là, je pense par exemple à Fellowfly. Vous savez que quand les oiseaux partent en migration, ils vont voler les uns derrière les autres, et ça permet en fait aux oiseaux qui sont derrière de moins se fatiguer. Et bien de la même manière, vous avez Airbus qui est en train de développer un système qui s'appelle Fellowfly, dans lequel on réfléchit à espacer les avions de seulement 3 km sur des vols en ligne droite de plusieurs heures. On met des points de passage, les deux systèmes se rapprochent, l'avion qui est derrière est à 3 km sur le côté, et en fait ça permet de réduire entre 5 et 10% de la consommation de l'avion qui suit, et parfois sur des vols qui vont durer des heures et des heures en ligne droite, donc ça c'est pertinent évidemment quand vous allez traverser l'Atlantique, ça le sera certainement moins si vous voulez faire un vol Paris-Toulouse, mais du coup il faut simplement organiser des points de passage, et c'est quelque chose qui est en train d'être développé, et là, en vol de croisière, on pourra gagner quelques pourcents de manière relativement rapide. Un dernier élément sur les avions même, là on a tout ce qui est rétrofit. Vous savez que le bout des ailes, avant, était plutôt plat, et maintenant on a des winglets qui sont de plus en plus performants, des sharklets dans certains cas, et il est possible de modifier, il y a des kits qui permettent de modifier le bout de ces ailes. Ça demande, alors il faut quand même arrêter l'avion quelques semaines, mais là ça tombe bien, on a un petit peu de temps. On fait ça en général dans les grandes maintenances, et donc le fait d'installer un kit avec ces sharklets, on peut réduire de 5% la consommation de carburant de l'avion, et donc les émissions de CO2 qui y sont liées. Là on est vraiment, on travaille sur les avions, on travaille sur les infrastructures, et il y a une troisième dimension, c'est tout ce qui est autour du carburant alternatif. Ça, c'est un enjeu majeur. Il faut avoir un élément en tête, l'aviation s'est engagée à ne pas utiliser d'éléments ou de produits qui étaient en concurrence avec l'alimentation ou avec la nature. C'est-à-dire que dans les carburants d'aviation de demain, qui sont en train d'être développés, on n'a pas d'huile de palme, on n'a pas de maïs, on n'a pas de betterave, c'est du jus de poubelle. Le premier exemple en date, qui fait 30 000 tonnes de carburant produit chaque année en France, c'est le fait de récupérer tout ce qui est huile de friture, qui sont dans les fast-foods. Les graisses de friture, les graisses animales, tout ce qui finissait à l'équarrissage, tout ce qui finissait aujourd'hui dans les incinérateurs, tout ça on le récupère. Vous avez certaines raffineries comme celle de Grandchamp de Total qui est en train de se transformer pour pouvoir produire du carburant d'aviation durable. Donc l'objectif à la fin de la décennie, c'est d'arriver à 5% de carburant alternatif au niveau européen. Et l'intérêt de ce carburant alternatif, c'est qu'on diminue de 70% la quantité de CO2 qui est émise sur le cycle de l'utilisation de ce carburant, donc c'est très intéressant. Et les générations suivantes, là c'est plutôt 2025, 2028, peut-être un petit peu après, on est sur récupérer les feuilles d'arbres, le gazon coupé, les milliers de tonnes d'algues qui finissent sur les plages, tout ça on le récupère, et tout ça on le transformera en carburant d'aviation, et encore derrière on pourrait capter directement le CO2 dans l'air, ça c'est encore un petit peu plus futuriste. Mais gardez cet objectif, d'ici la fin de la décennie, 5% du carburant alternatif qui permet 70% de réduction du carbone, donc en gros 3% de réduction des émissions de CO2. Et le fait d'utiliser des carburants alternatifs a un deuxième avantage, là je prends un slide de la Commission européenne, c'est que ces carburants de synthèse permettent de réduire les émissions de CO2, mais vous savez que l'aviation a un autre problème, c'est qu'il y a aussi une part de réchauffement climatique qui n'est pas liée au CO2, qui est liée aux traînées de condensation. Et le fait qu'il y ait moins de soufre à l'intérieur et moins de particules sur lesquelles vont s'agréger l'humidité pour créer les nuages, pour créer des traînées de condensation, fait qu'on a aussi une réduction de 10 à 40% de ces contrails, de ces cirrus. Et donc au final, on a un double bénéfice sur le CO2, plus l'effet réchauffement climatique. Je vous rappelle que l'aviation, c'est à peu près 2% des émissions de CO2 mondiales, 2,2% si on prend vraiment toute la chaîne avec la production de pétrole et tout le reste, et on est autour de 3,5% du réchauffement climatique global. Donc là, on a vraiment un avantage très important.
Dans une prochaine vidéo, je détaillerai également l'intérêt de l'hydrogène. On émet plus de CO2, on émet de l'eau, on émet d'autres éléments, parce qu'il y a évidemment une caractéristique particulière de l'aviation, c'est qu'on ne peut pas claquer des doigts et changer toute la flotte mondiale. Il faut attendre un certain temps. On a des équipements qui sont en développement, qui sont très ambitieux. D'ici la fin de la décennie, il y a des gens qui disent qu'on va peut-être réussir, mais c'est plutôt 2035 a priori qu'on aura des avions vraiment révolutionnaires, parce qu'on est à l'aube d'une rupture technologique. Mais avant même cette rupture technologique, retenez, on peut réduire de 20-25% les émissions de CO2 des avions actuels, même sans changer la flotte. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument passionnant. C'est une mission que j'adore faire quand je la fais, parce que c'est très demandé, puis qu'on a des retours très rapides. Et un élément sur lequel je veux insister, les compagnies aériennes ne font pas ça uniquement parce qu'elles veulent économiser de l'argent. Vous avez certaines bonnes pratiques environnementales qui leur coûtent de l'argent. Vous prenez par exemple l'exemple du fuel tankering, vous avez des compagnies aériennes comme British Airways qui prennent beaucoup de pétrole là où il coûte pas cher pour éviter d'en acheter là où il coûte un petit peu plus cher. Mais du coup elles volent en étant plus lourdes et donc elles émettent plus de CO2. Une étude de la Commission européenne avait chiffré ça à plusieurs centaines de milliers de tonnes de CO2 émises pour rien sur l'Union européenne à cause du fuel tankering. Et donc vous avez des compagnies aériennes qui gagnent de l'argent en transportant du carburant pas cher là où ils auront moins besoin d'en acheter. Et vous avez des compagnies aériennes qui choisissent en fait que ça leur coûte plus cher, mais ça leur réduit leur bilan carbone. Donc ne croyez pas que les compagnies aériennes ne font ça que pour l'argent. Une bonne quantité d'entre elles, notamment Air France, Transavia et toutes les compagnies françaises d'une manière générale, ont abandonné le fuel tankering parce que l'objectif c'est de réduire le bilan carbone et pas simplement d'économiser de l'argent. Voilà, j'espère que cette vidéo était claire. J'en ferai d'autres dans ce domaine-là, j'irai interviewer également pas mal de monde sur ces problématiques, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis toujours heureux d'y répondre, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.